Merci Michel. Donc vous nous promettez non pas une année difficile, mais une décennie ardue, on va dire. Jérôme Cahuzac, vous dites que les moyens politiques risquent de manquer. Donc, j'aurais voulu savoir comment vous, Madame la Ministre, vous voyez une décennie difficile, les moyens politiques risquent de manquer. Par rapport au risque qu'évoquait Jérôme de difficulté à mobiliser les opinions sur ces projets, comment on fait? Deux observations peut-être. Une première qui me permet de rebondir sur ce qu'évoquait Jérôme Cahuzac. On est lié d'une certaine manière par notre histoire. L'histoire que gardent en mémoire les États européens, c'est ce que vous avez évoqué, président Cahuzac, c'est-à-dire l'épisode fin 2003, début 2004, où l'Allemagne, rapidement rejointe par la France, ont décidé de ne pas respecter le pacte de stabilité et de croissance. Et ça n'est pas le péché originel, parce qu'on n'est pas dans cette dimension, mais tous les États membres de la zone euro aujourd'hui, et tous les pays de l'Union européenne, au fur et à mesure que nous avançons dans la construction de ce qui sera demain notre pacte de stabilité, de croissance, de compétitivité, de convergence, je l'espère, ont en mémoire ces épisodes 2003-2004. Et le poids respectif de ces deux géants au sein de l'Union européenne, qui leur a permis à l'époque, secondé par deux grands hommes politiques qui ont décidé de faire cause commune, et qui ont en réalité spolié l'ensemble des autres États de l'application d'un pacte auquel ils croyaient tous. Donc ça pèse dans le débat politique nécessaire que nous avons avec l'ensemble des autres États. Et ça a beaucoup pesé cet été lorsque, dans le cadre de la commission Van Rompuy, nous avons essayé d'avancer sur les indicateurs macroéconomiques, le volet préventif du pacte qu'on voulait améliorer, la nature des sanctions qui devaient être imposées, le débat très difficile sur est-ce qu'il faut des sanctions à caractère automatique, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, dès lors que vous dépassez de la moitié d'un petit chouïa le 3%, hop, la sanction s'applique, ou au contraire, est-ce que les sanctions doivent être quasi automatiques, c'est-à-dire que l'ensemble des États membres du Conseil européen sont qualifiés dès lors qu'ils sont à la majorité qualifiée pour renverser le caractère automatique de la sanction, premièrement. Deuxièmement, est-ce que, oui ou non, un État peut être mis en mesure de rectifier ses erreurs, ses errements? Moi, ma conviction, c'était que oui. Mais cette arriérée 2003-2004 pèse évidemment dans les travaux que nous menons actuellement vers un consensus politique. Sur la vertu à entraîner les peuples européens vers ce renforcement de l'union monétaire et vers un renforcement aussi de l'Union européenne de manière plus générale, on a deux options. Soit on décrit les scénarios du pire, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, si nous ne réussissons pas à convaincre les investisseurs. Moi j'aime mieux dire investisseurs que les marchés, parce que les marchés c'est une espèce de truc un peu nébuleux dans lesquels on soupçonne de sombres et horribles spéculateurs d'intervenir un peu partout contre nous. Non, ce sont des investisseurs qui sont là, comme des grandes compagnies d'assurance par exemple, qui financent, refinancent et font ou non confiance. Si nous n'arrivons pas à tout cela, quelles sont les conséquences? Et là, on a des scénarios du pire qu'il est difficile d'agiter. L'autre option, c'est d'évoquer ce que sera cette Union européenne renforcée, cette union monétaire dotée d'un volet compétitivité, dotée d'un volet convergence avec des engagements et des objectifs qui nous rassemblent à la fois en matière fiscale, en matière sociale, en matière de retraite, en matière d'engagement en recherche et développement, en matière de finances publiques, qui sont des dimensions qui, de mon point de vue, manquaient à la construction de l'euro il y a 10 ans. C'est à cette deuxième croisade que moi je crois, et à laquelle je m'attelle et je continuerai à m'atteler autant que ce sera nécessaire. Jérôme Cahuzac, est-ce que vous croyez à cette croisade? Et vous avez parlé de politique, et imaginons que dans un peu plus d'1 an, les élections amènent un changement de majorité, et qu'il faille à ce moment-là décider
De l'autre côté, comment avancer sur cette question européenne? Quelle est la bonne voie? J'ignore si les éventualités que vous décrivez, qui ne seraient pas d'ailleurs forcément pour me déplaire, se produiront. Mais le chemin lui-même ne sera pas extraordinairement original par rapport à celui qui semble se dessiner. Peut-être, il y aura, tout est affaire à ce moment-là de convictions politiques, d'autorité morale et de convictions auprès des uns et des autres. La légitimité d'un président ou d'une présidente fraîchement élue est de toute façon plus forte, son autorité est nécessairement plus importante que celle d'un président ou d'une présidente, une chancelière en fin de mandat, de toute manière. Surtout à l'approche d'élections nationales, à l'occasion desquelles les mandats en question sont remis en jeu, et on voit bien que les priorités nationales, comment leur en vouloir, peuvent peut-être, comment leur en vouloir, c'est ainsi en tout cas, peuvent l'emporter sur une vision qui transcenderait peut-être les difficultés nationales au nom d'un idéal communautaire. Bon, ça n'est pas comme ça, on peut peut-être le regretter, mais ça n'est pas comme ça. On peut craindre que les choses se passeront et en Allemagne et en France d'ailleurs. Alors, un nouveau président, quel qu'il soit, aura de toute façon une force supplémentaire que l'actuel, pour des raisons de légitimité que je viens d'indiquer, mais à ce moment-là, celui-là ne devra pas se tromper sur ce qu'il pourrait demander aux uns et aux autres. Il sera de toute façon en partie tenu par ce qu'il aura annoncé. De ce point de vue, il faudrait d'ailleurs que tout le monde fasse attention dans les temps qui viennent. On ne peut pas proposer le contraire à ses partenaires de ce qui a été annoncé et défendu avec vigueur et une apparente conviction pendant des semaines ou des mois auparavant. Donc il faut faire un peu attention à ce qui va être dit dans les temps qui viennent. Que demandera-t-il? Je crois que les marchés s'étant trompés, contrairement à ce que vous avez semblé vouloir dire, monsieur le gouverneur, je dirais moi une fois de plus, parce que vous estimez qu'il se trompe rarement, j'inverserai peut-être pour ma part la proportion. Mais c'est une question d'exemple à choisir, mais bon. Les marchés s'étant trompés, on voit qu'on peut difficilement leur faire confiance pour réguler des économies nationales, surtout quand celles-ci sont agrégées dans un ensemble continental. Et donc, ces règles-là restent à élaborer. 3 ont été proposées. Au moins l'une est contestée par au moins 2 pays. Une est déjà instaurée dans un pays, il faudrait l'instaurer dans d'autres. Je ne vois pas la chose facile, au moins dans notre pays, mais on peut parfaitement en discuter. Quant à la 3e, qui concerne les retraites, je vois mal des pouvoirs publics, dans l'année qui vient, remettre ce chantier en or sur l'ouvrage, en tout cas en France. Mais tout est peut-être possible. Mais alors il faudrait s'entendre sur ce que sont les critères. Dans certains pays, ce fut longtemps le cas de la France, c'est la durée de cotisation. Dans d'autres, c'est l'âge auquel on prend sa retraite. Il faut bien voir que quand on cumule la durée de cotisation et l'âge, en alignant l'âge, on crée des conditions d'une extrême dureté dans le pays qui bénéficie, entre guillemets, de ces 2 critères. Donc il faut choisir, ou bien c'est un système à l'allemand où c'est l'âge, ou bien c'est un système tel que prévu initialement en France, c'est la durée de cotisation. Et on ne peut pas imposer à un peuple les 2 critères, car la chose s'avère extrêmement dure. Alors, je ne crois pas que la chose soit raisonnablement envisageable dans l'année et demie qui vient, en tout cas en France. Et donc la voie est très étroite pour nos dirigeants actuels, en France mais aussi en Allemagne, et c'est sur eux que nous devons compter, car je ne vois pas quel autre dirigeant politique en Europe pourrait prendre la tête de ce que vous appelez une croisade, que pour ma part, je ne qualifierais peut-être pas comme telle. Croisade, il y a donc des infidèles, nous sommes donc les fidèles, la croisade est quand même assez chargée. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait forcément eu raison de se lancer dans des croisades, mais bon. Donc le terme, vous voyez, n'est... Attention. La quête du Graal, oui, la quête du Graal. Qui va nous donner la vie éternelle, n'est-ce pas? Bon. Le chemin est effectivement très étroit, qui consiste à convaincre les États communautaires que des règles d'État doivent être élaborées, sans désespérer sa population, devant laquelle on s'apprête à se représenter, quoi qu'on en dise. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement une crise que nous vivons, que nous allons continuer à vivre, et on peut compter, je crois, sur le sens de responsabilité des dirigeants des pays membres, au moins de la zone euro, pour que des intérêts allant au-delà d'un calendrier qui, de 2012 à 2013
que ces décisions allant au-delà de ce calendrier puissent être envisagées et prises. Si elles le sont, qui que ce soit arrivant aux affaires en Allemagne ou en France ne pourra évidemment pas s'en affranchir par en deux phrases. C'est inimaginable. Enfin, pour une raison très très simple, c'est que la crédibilité, soit de l'Allemagne, soit de la France, mettrait des années à s'en remettre, et il vient déjà d'être indiqué le prix que notre pays paye des décisions qu'il a prises en 2003-2004 dans un contexte économique qui, objectivement, ne peuvent, certes avec le recul, mais que très difficilement les justifier. Donc, vous pensez qu'en 2003, 2004, vous n'en avez pas mentionné, vous pensez qu'en 2003-2004, il aurait fallu que la France, que le gouvernement français, qui était à ce moment-là, le président était relativement fraîchement élu encore, aurait dû expliquer qu'il faut faire de la rigueur pour respecter les règles européennes? Je ne crois pas que la rigueur était à ce moment-là nécessaire. Une gestion peut-être un peu plus raisonnable aurait suffi. Si vous voulez que je vous rappelle les mesures qui ont été prises en 2002, 2003, 2004, ça m'est assez simple. Vous verrez le coût qu'elles comportaient. Déjà à l'époque, elles étaient intégralement financées par la dette. C'était pas raisonnable. Tout. Juste un instant, je voulais revenir sur les exemples que prenait Jérôme Cahuzac dans le cadre du pacte de compétitivité. Parce que on aura tendance probablement à simplifier, à rétrécir le débat, et c'est pas du tout ce qu'a fait Jérôme Cahuzac. Mais il faut qu'on soit très attentif dans la manière dont on comprend et on explique les propositions qui sont faites. Franco-allemand, allemand, germano-français, peu importe. Mais ça consiste en fait à s'étalonner, à étalonner nos politiques, nos performances, nos résultats, à l'aune d'objectifs et de directions communes. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de dire dans tous les pays de l'Union européenne, tout le monde devra partir à l'âge légal de la retraite à 67 ans. C'est d'ailleurs, on l'a prêté à la chancelière, mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est qu'il fallait mettre en relation étroite l'âge de départ à la retraite et l'évolution démographique. Donc c'est pas du tout incompatible avec notamment la réforme de 2003 qui a été conduite sous l'autorité de François Fillon et qui consiste à tenir compte de l'allongement de la vie pour allonger le nombre de trimestres requis pour pouvoir partir à une retraite à taux plein. De la même manière, sur les engagements en recherche et développement, qui font aussi partie des avant-projets, enfin, du brouillon de pacte de compétitivité, l'idée n'est pas de dire tout le monde doit s'aligner sur l'investissement en recherche et développement pratiqué par la Finlande. Par exemple, si on considère que la Finlande est la meilleure pratique européenne, mais de dire attention, il nous faut un plancher en dépenses publiques et en dépenses privées qui soit consacré à la recherche et au développement, et qui en réalité nous contraignent un peu plus que l'agenda de Lisbonne, parce que l'agenda de Lisbonne, on avait déjà le 3% de recherche publique et privée consacrée à la recherche et au développement. On a bien vu que ça n'était pas suffisant et que ça ne nous a pas suffisamment engagés, que ça n'a pas été assumé et pris en charge par ceux qui étaient véritablement les dépenseurs des deniers consacrés à la recherche et au développement. De la même manière, en fiscalité, je prends l'exemple de l'Irlande, sur lequel on a débattu ensemble, et sur lequel on a débattu entre Européens à l'égard de l'Irlande, puisque, on le sait, le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande est autour de 12%, quand le taux moyen dans la zone est de 25%, et que le nôtre est évidemment plus élevé, avec une assiette plus mitée que dans d'autres pays. On ne va pas non plus, du jour au lendemain, fixer comme objectif ultime à tous les États membres de la zone euro de s'aligner sur le taux moyen de 25%. Mais c'est vraiment l'étalonnage par rapport aux meilleures pratiques, qui ne sont pas d'ailleurs uniquement et forcément celles de l'Allemagne, et avec un objectif directionnel qui nous permette d'arriver à de la convergence. C'est ça l'esprit, je crois, du pacte de compétitivité, et avec, en contrepartie de cet engagement d'étalonnage et d'amélioration, la possibilité, en cas de dérapage, de l'application éventuelle de sanctions. C'est assez subtil parce que c'est pas vraiment contraignant, mais en même temps ça l'est un peu, il faut y aller, mais on n'est pas pressé, enfin. Je n'ai pas dit qu'on n'était pas pressé, mais j'ai dit que c'était pour rejoindre le propos de Jérôme Cahuzac. On ne peut pas appliquer, il faut appliquer mutatis mutandis un certain nombre de principes. Mais quand vous avez par exemple une démographie allemande qui décroît aujourd'hui d'à peu près 100 000 actifs par an, il y a des principes d'âge légal de la retraite,
il y a des principes de cumul de trimestres, d'ailleurs bien inférieurs aux nôtres aujourd'hui, il y a des montants qui sont versés au titre de ces retraites qui seront différents de ceux qu'on appliquera à un pays comme le nôtre, par exemple, où au contraire on augmente la population active de 100 000 personnes par an. On est obligé d'adapter et d'être directionnellement convergent. C'est ça l'idée. Directionnellement convergent. Alors, là, ça, vous allez pouvoir poser des questions, mais avant, je voudrais poser une dernière question à Michel Cantu, parce que ce que vous nous avez décrit, c'est un univers qui est même extrêmement contraint, et il l'est. Michel, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore sur une réflexion sur la réforme du système monétaire international. En quoi ça pourrait aider ou non l'Europe? Je crois que c'est fondamental. Nous l'avons vu en réfléchissant aux origines de la crise. L'origine est dans un certain nombre de faiblesses pour ce qui nous concerne, mais elle est fondamentalement universelle. Elle nous vient des États-Unis, mais elle nous vient aussi de beaucoup d'insuffisances dans la gouvernance du système monétaire international. Et par conséquent, tout ce que nous pouvons faire en tant qu'Européens pour pousser la réforme du système monétaire international peut être absolument essentiel. Tout ce que nous pouvons faire pour que, à travers une meilleure surveillance et de meilleures règles multilatérales, la volatilité des marchés soit limitée, soit encadrée, ceci ne peut qu'aller dans le bon sens et faciliter notre tâche. Donc je pense, oui, c'est tout à fait important, et je crois que l'Europe a quelque chose à dire à ce sujet. L'Europe a une expérience unique d'une réponse multilatérale à un problème qui dépassait chacun de ses membres. Eh bien, le même problème se présente au plan mondial, et l'Europe, oui, peut dire que peut-être qu'un jour il faudra créer l'équivalent de l'euro au plan mondial, ça c'est du très très long terme, mais il est probable qu'il va falloir trouver les moyens de diversifier les réserves de change. Il va falloir trouver des méthodes de coordination beaucoup plus coopératives que celles que nous avions aujourd'hui. Je suis très frappé de voir, je viens d'en avoir l'expérience personnelle, que là où les Chinois et les Américains, lorsqu'ils se parlent en tête à tête, finalement restent comme des chiens de faïence, et l'écart entre leurs positions ne fait que s'accentuer. Lorsqu'ils débattent dans un contexte multilatéral, avec en quelque sorte la participation des autres à leurs discussions, eh bien, des avancées sont possibles. Je pense donc qu'il est très heureux que la réforme du système monétaire international soit à l'agenda du G20 cette année. On ne peut pas en attendre la lune. À la fin de cette année, nous n'aurons pas un nouveau système monétaire international, mais certainement, oui, on doit pouvoir, et je sais que la France s'y emploie énergiquement, poser quelques éléments majeurs de cette réforme qui, se développant au cours des prochaines années, au cours de ces années qui seront tellement difficiles pour l'Europe et pour le reste du monde, contribueront en effet disons, à rendre la tâche plus facile. Merci de nous donner une image un petit peu différente de l'euro et de la zone euro. Questions, interpellations, commentaires, les micros. Merci de vous présenter, d'être bref. Monsieur là-bas, madame. Mon nom est François Lagrange. Je voudrais poser une question en s'intéressant à un moment, à un pays que nous connaissons peut-être, qui est la France. Laissons de côté l'Irlande, la Grèce, etc. Mais nous sommes tous très nombreux, tous souhaitant le succès de l'euro, et pas seulement en 2011, mais au-delà. Alors ma question est la suivante. La France va atteindre en 2011 85-90% d'endettement. Alors on sent donc pour l'instant, grâce au ciel, on a le triple A, et il y a beaucoup de liquidités, donc aucun problème pour financer notre dette. Mais quid à moyen terme? Quid à moyen terme? On sent que l'État est capable de faire
des efforts réels de maîtrise, mais que du côté des dépenses sociales, sécurité sociale, retraite, maladie, etc., là, il n'y a aucune maîtrise. Donc on risque, s'il n'y a pas une volonté très forte du gouvernement et des partenaires sociaux, de dépasser le 100%, et la France, à moyen terme, pose une question. Maîtrise des dépenses sociales et au-delà, évidemment, de l'endettement. Maîtrise des dépenses publiques en général, c'est-à-dire à la fois les dépenses qui sont engagées par l'État, soit au titre des dépenses du budget de l'État, soit au titre des dépenses des budgets des comptes sociaux en général, maîtrise des dépenses des collectivités publiques aussi. Je crois que c'est un effort concerté que nous devons nous atteler. Il y a une détermination absolue du gouvernement de poursuivre ce qui a été engagé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, par exemple, consistant à aller vers un déficit qui soit d'abord ramené. Nous avions pris un engagement à 8,2. Il a été révisé à 7,7. Je pense qu'on ira un peu en dessous au titre de l'année 2010, donc des comptes qui sont clôturés, qui seront bientôt publiés et commentés. Pour l'année 2011, on a pris un engagement à 6% et nous devons nous y tenir. Je vous parle uniquement du déficit. L'année 2012, on sera à 4,3% et l'année 2012, nous devons être à 3%. Ça, c'est 2013, pardon. Peut-être 2012. Si elle nous tient dans le joie. Je surveille. Hein. La Commission des finances est extrêmement vigilante à cet égard. Mais c'est un des fondamentaux de la politique économique que nous devons impérativement mettre en place. C'est à la fois la réduction du déficit et c'est la réduction de la dette. La réduction de la dette atteint en 2011 un sommet et commence à redescendre à partir de 2012. Il faut impérativement, évidemment, qu'on poursuive cette trajectoire. C'est nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'incantation verbale. La préparation de la loi de finances pour l'année 2012 sera évidemment très difficile et nécessitera des efforts importants si nous voulons tenir les engagements que nous avons pris, et nous devons tenir ces engagements, de mon point de vue en tout cas. Donc cette détermination-là, elle ne doit être entachée ni par la période préélectorale propice parfois, historiquement en tout cas, à des dérapages, ni par quelques tentations que ce soit. Jérôme, je voudrais vous entendre sur la question générale et plus spécifiquement sur la dépense sociale que vous avez suivi de près, puisque vous avez été, avant d'être député, vous avez travaillé comme conseiller du ministre de la Santé, il me semble. Oui, c'était on se souvient de cela avec Jean-René Fourtou quand il dirigeait Jérôme Poulain. Il était au cabinet de Claude Évin, ça fait quand même un certain temps, n'est-ce pas, cher monsieur Fourtou? Le stock de dette est déjà de 85%. Quand le pays a 100 de dette, il faut quand même prendre conscience que la responsabilité de l'État dans ce stock de dette est de 87%, le reste partagant moitié-moitié entre protection sociale et collectivités locales. Alors il faut réduire ce stock de dette, mais quand on veut réduire une dette, il est rare qu'on s'attache en priorité, même s'il faut aussi le faire, à la partie très très minoritaire du stock de dette en question. Ayons quand même bien conscience de cela, c'est que la protection sociale est responsable dans le stock de dette du pays, 85% du pays aujourd'hui, n'est responsable de cette dette qu'à hauteur, disons, d'un peu moins de 10%. L'État, 85%. La tendance n'est pas celle-là, n'est pas la même, mais avant qu'on passe de un peu moins de 10% dans la responsabilité du stock de dette à 85%, il faudrait une tendance qui n'est pas celle d'aujourd'hui, et beaucoup de temps, naturellement, les gouvernants y veilleront, quel qu'il soit, ça va de soi. Donc quand même, première remarque. Deuxième remarque, l'année dernière, le déficit public a été effectivement de 7,7% contre 8,2% annoncé. La Cour des comptes estime qu'aux 2 tiers, ce déficit est structurel, et que pour le tiers, il est conjoncturel. Ce qui veut dire que si des efforts sont faits, je ne les connais pas, ces efforts aujourd'hui n'empêchent pas un déficit structurel public en France de près de 5%. Structurel. Est-ce que cette année sera meilleure? On peut l'espérer, mais quelques remarques.
la croissance, le budget est bâti sur une croissance de 2%. J'ai cru lire dans vos propos, chère Christine, que c'était un objectif qui restait volontariste. En général, c'est le propos qui précède le constat que la croissance ne va pas forcément être de 2%, mais je souhaite ardemment, vous ne voyez aucune hypocrisie de ma part, que ce soit 2%, car si ce n'est pas 2%, comme déjà avec la croissance à 2%, les recettes ne seront pas celles qui ont été estimées, car l'élasticité des recettes à la croissance, on le constate à la fin du dernier trimestre de l'année dernière, n'est pas celle espérée du moins. Ça veut donc dire que moins de recettes fiscales et une activité économique qui n'est pas celle prévue, ça augure mal, toutes choses égales par ailleurs, d'atteindre l'objectif fixé, qui est effectivement de 6%, comme l'a indiqué Christine Lagarde. D'autant qu'un certain nombre de paramètres sont en train de bouger. Les taux vont évidemment augmenter cette année, pour les entreprises comme pour les États. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, avec la concurrence que se font et les entreprises privées et les États pour attirer les investisseurs, et avec les politiques menées dans un certain nombre de pays émergents qui vont pousser à la consommation et donc à une moindre liquidité mondiale disponible. Je ne crois pas que les taux puissent ne pas augmenter. Donc ça va déjà être plus cher en termes de taux d'intérêt, on peut le craindre en tout cas, et hors dégradation de la note, hors contestation de la situation de la France, mécaniquement par la hausse des taux qui touchera notre pays comme les autres, n'est-ce pas, comme les autres. Or, les impôts augmentent déjà cette année d'un point de PIB, ce sont les documents budgétaires qui l'indiquent, c'est-à-dire 20 milliards d'euros, moitié du fait de la croissance, moitié du fait de mesures volontaires. Donc si l'objectif de 6% est intangible, si la croissance est moindre que celle prévue, si l'élasticité des recettes à la croissance n'est pas celle espérée, et c'est ce qu'on peut craindre au regard de ce qu'on a constaté au dernier trimestre de l'année dernière, alors, soit on dévie de cette trajectoire et on peut le payer cher collectivement, soit il faut prendre des mesures complémentaires. Et ces mesures complémentaires peuvent être soit des mesures d'économie supplémentaires, soit des recettes supplémentaires. Je fais le pari qu'il y aura les deux. Car en matière d'économie, les choses ne sont pas non plus celles que peut-être on pouvait espérer. Ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part en retraite est une mesure assez simple à retenir, qui frappe les imaginations, et qui, dans certaines administrations, était probablement nécessaire pour convaincre les administrations de la volonté politique que les choses changeraient. Ça, je vous donne bien volontiers acte de cela. Pour autant, les économies nettes chaque année ne sont pas de 500 millions d'euros, mais de 300. Et quand vous lissez ça sur la période de stabilité, ça finit par faire quelques sommes qui manquent à l'appel. Et si ces économies ne sont pas de 500, mais en fait de 300, c'est parce qu'il y a 200 millions d'euros d'heures supplémentaires pour assurer des services que l'État ne peut pas assurer, mais qu'il ne peut plus assurer à cause du départ d'un fonctionnaire sur deux non remplacé. Donc il y a quand même quelques difficultés de mise en œuvre de politique aujourd'hui en 2011. Alors peut-être cela se lissera-t-il sur la durée. Mais en tout cas, en 2011, je crois que l'objectif de 6%, s'il est parfaitement légitime, sera extrêmement difficile à tenir pour des raisons qui ne tiennent pas forcément aux politiques menées, même si ça ne tient pas exclusivement à un contexte international qui risque d'être un peu délicat. Pour les dépenses sociales, c'est assez simple. C'est diminuer les remboursements ou diminuer les prix des biens et des services. Je n'ai pas vu. Ou augmenter les cotisations, c'est-à-dire augmenter les impôts. J'ai fait comprendre que ce n'était pas ce qu'il fallait dire, même si c'est ce qui se fait un tout petit peu. Mais ça, augmenter les cotisations se verra davantage que l'augmentation d'un point de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Ne serait-ce que parce qu'il y aura peut-être davantage de Français qui le constateront pour eux-mêmes, à défaut de mesures dont j'ai parlé, qui est évidemment une hausse d'impôt. Donc je ne sais pas ce que seront les mesures. Alors il reste bien sûr l'alternative entre l'impôt sur le revenu et les cotisations, la baisse des remboursements, c'est évidemment la TVA sociale. Et comme j'ai pu comprendre que les élections cantonales n'étaient pas un sujet de préoccupation politique pour ceux qui nous dirigent, je suppose que Christine Lagarde va nous en parler longuement. On va prendre tout de suite une autre question. Permettez que je dise un mot là, parce que évidemment on est rentré dans une dimension franco-française et politique, hein, à laquelle je ne comprends pas grand-chose. Mais juste un point, parce qu'il faut aussi quand même qu'on ait une conscience collective de la façon dont les choses fonctionnent et des risques auxquels nous sommes confrontés. Et quand
vous dites que le coût de l'emprunt va augmenter parce que le coût de l'argent va augmenter, parce que les intérêts augmenteront probablement pendant l'année 2011. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la France, avec sa signature AAA, elle emprunte au taux le plus bas historiquement jamais constaté depuis François Ier. Bon, ça c'est juste pour mémoire. Il faut savoir quelle est la situation pour notre pays, au regard du traitement et du refinancement de la dette. Étant ici précisé d'ailleurs qu'un certain nombre d'échéances qui sont en général sur des moyennes de 7 ans viennent en refinancement actuellement et qu'on se calque par rapport à un taux qui il y a 7 ans était à peu près de 200-250 points de base supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Bon, voilà pour la situation financière de la France. Je ne voudrais pas que vous quittiez cette réunion d'excellente courtoisie et de bons échanges en vous disant catastrophe, on est en train de tomber dans le 36e dessous. Par ailleurs, bon, vous préférez que oui, on va prendre une autre question. On va chicaner, ça serait très bien. Madame. Donc, Casserole, président du Fonds de dotation, donne-moi ma chance. Tout à l'heure, lors de l'introduction du débat, monsieur Jérôme Cahuzac, vous avez évoqué le souci que la France manquait leader politique, justement pour la défense de l'euro. Je pense que vous êtes la personnification même de ce... Pourquoi ne pas introduire votre candidature justement pour défendre l'euro? Et la deuxième question, est si actuellement l'euro est en manque excusez-moi. Sur le plan de relancement économique sur l'euro, l'euro tarde à se remettre en Europe, qu'adviendra-t-il dans les pays en voie de développement? Merci. Vous avez le temps de reprendre mes esprits après cette question. Donc Christine Lagarde a parlé de François Ier, a manifesté sa grande confiance. Ce sera donc Marignan et pas Pavie, je préfère. Encore qu'il nous resterait l'honneur, si je comprends bien. Alors, en ce qui concerne le rôle que je comprends que vous souhaiteriez que je joue, comme Christine Lagarde a encore un tout petit peu d'estime pour moi, je me garderai de vous suivre sur ce sujet-là. Mais ça me permet de revenir sur un sujet qui ne répond pas exactement à votre préoccupation, mais que j'aurais aimé dire tout à l'heure. C'est parce qu'il faudra que les décisions prises s'affranchissent des calendriers nationaux, qu'en Allemagne comme en France ou ailleurs, je crois qu'il serait assez judicieux d'associer peut-être plus étroitement l'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, après tout c'est un bon critère, pour discuter avec celles-là, le cas échéant d'ailleurs, commencer à négocier des choses pour que la position de la France puisse être considérée comme non seulement solide à l'instant où elle est présentée, mais perçue comme pérenne par nos interlocuteurs. Ça n'est absolument pas la culture en France. Absolument pas. Un des rares exemples que l'on peut avoir est la modification de la loi organique. C'est un processus qui a pris 5 ans, qui a été d'origine parlementaire, qui fut bipartisan et bicaméral. Donc toutes les conditions avaient été mises pour que ce processus débouche. Et par ailleurs, ce processus avait été initié en début de mandature et non pas en fin. Pour autant, il me semble qu'à circonstances exceptionnelles, les gens doivent avoir des réactions qui ne sont peut-être pas classiques. Et c'est vrai qu'on pourrait comprendre qu'en Allemagne comme en France, mais pourquoi pas en France, ceux qui ont la responsabilité de la conduite des affaires du pays pensent à associer plus étroitement des forces politiques qui ont leur légitimité, qui ne doivent pas être définitivement considérées comme irresponsables et idiotes au motif qu'elles auraient perdu 1 ou 2 élections, voire 3 de rang. On peut perdre sans être complètement idiot, ou en tout cas on peut perdre sans être définitivement irresponsable, il me semble en tout cas, et associer ces forces politiques à cette réflexion, arriver à un diagnostic commun ou à des propositions communes, quitte à en rabattre, ce qui pourrait apparaître flamboyant dans un premier temps, il me semble qu'à défaut de consolider, encore que ce serait à voir, la position des gouvernants en France sur le plan national, cela conforterait la position de la France, après tout ça compte davantage, par la pérennité que ça donnerait au choix qui serait fait. En tout cas, ce type de comportement, je l'appelle de mes voeux, et le gouverneur Cambiusu sait très bien que même si nous avons eu des divergences, la rare fois, la seule fois à ma connaissance même, où ce fut tenté dans cette mandature, il présidait à ces travaux-là, je ne me suis jamais défaussé de ce problème-là, jamais. Voilà. Alors, pour ce qui est de la question des pays en voie de développement, je ne vous cache pas que ce n'est pas un sujet
sur lequel je me sens parfaitement légitime et apte à dire quoi que ce soit. Il faut d'ailleurs se résoudre au constat assez triste que être élu ne permet quand même pas de répondre à tout. Christine, et Michel aussi. Je voulais juste vous répondre sur la question que vous avez posée sur les pays en voie de développement. D'abord pour vous indiquer que la stabilité de la zone euro, elle est déterminante, ne serait-ce que pour tous les pays de la zone franc. Les pays africains de la zone franc ont un sort monétaire qui est étroitement lié au sort de l'euro, et donc nous avons un intérêt commun. Nous sommes dans la même entreprise finalement, premièrement. Deuxièmement, les pays les moins développés et les pays en voie de développement ont un intérêt vital à la stabilité monétaire. Et je crois que dans les deux grandes têtes de chapitre des initiatives françaises pour le G20, c'est-à-dire la recherche d'une amélioration du système monétaire international et toutes les questions relatives à la stabilité des prix des matières premières, l'intérêt des pays les moins développés et des pays en voie de développement est absolument majeur, puisque ce sont eux, les émergents pour la partie monétaire, les pays en voie de développement pour la partie commodities, matières premières agricoles, ce sont ces pays-là qui prennent les chocs les plus violents qui résultent de l'instabilité. Donc, c'est totalement pertinent et étroitement lié. Michel. Oui, d'abord pour rendre hommage au travail que Jérôme Cahuzac a effectué dans le cadre de cette commission qui portait sur la préparation de l'article d'équilibre dans la Constitution en matière budgétaire. C'était un travail difficile, il y a un rapport qui a fait l'objet d'un consensus. Évidemment, il reste maintenant à savoir ce que le gouvernement en fera, mais ce qui est tout à fait important, c'est de voir et de saluer le fait que dans notre pays où les batailles politiques sont souvent vives, lorsqu'il s'agit de la gestion ordonnée de nos finances publiques, notre Parlement parvient en général, comme ça a été le cas en particulier pour la loi organique, à des votes unanimes. Et ceci est quelque chose qui doit être mis en valeur et qui renforce notre crédit international, à condition évidemment que lorsqu'on vote quelque chose, on le respecte avec comme la prunelle de nos yeux, bien évidemment. Je voudrais ajouter un mot à la réponse de Mme Lagarde sur le problème des pays en développement. Un des domaines où la France a une position originale et à mon avis essentielle maintenant pour le soutien du financement des pays en développement, c'est la recherche de financement innovant. Parce qu'il est bien évident que dans la situation actuelle où tous les pays de l'OCDE connaissent les mêmes difficultés, on ne peut pas s'attendre à des miracles en matière d'aide publique au développement. En revanche, on peut trouver des assiettes de financement innovant, comme la taxe sur les transactions financières à laquelle on songe, qui peut apporter une contribution tout à fait importante, en particulier pour atteindre les objectifs de développement humain qui avaient été décidés en l'an 2000, et deuxièmement pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres. Très vite, une dernière question. Bonsoir. Madame, monsieur. Oui. C'est moi. Monsieur Amipo. Je voudrais réagir sur vos propos. L'euro a été une bénédiction et une malédiction pour l'Europe. Le rocher allemand a permis à beaucoup de pays européens de faire un peu n'importe quoi depuis le lancement de l'euro, en profitant de taux très bas. Aujourd'hui, ces mêmes pays, sifflés par la récréation a été sifflée par les marchés financiers, qui ne fonctionnent pas si bien que ça, mais qui quand même ont un peu de bon sens. Et l'Allemagne perd la rigueur, réimpose la rigueur à ces pays-là. Nous voyons autour de la France plein de pays qui se reprennent en main et appliquent des mesures très dures. La France, pour l'instant, a choisi de ne pas s'engager dans une voie trop dure. On a des déficits considérables, avec le dernier déficit qui remonte à François Ier, pardon, Sicard Ier, 74. Et j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas encore de compréhension, de prise en compte de l'ampleur de la crise européenne et notamment française. Une question un peu iconoclaste, est-ce que le modèle social français est compatible avec l'euro? Oui. Voilà. Jérôme? Oui.
Merci. Bien, je crois que ça fera une très bonne conclusion à ce débat où je retiendrai pour ma part le fait qu'il s'est passé dans ces derniers mois et dans ces tout derniers jours des choses qui font que la construction de l'euro et que l'euro pourrait avoir, si les États mettent en œuvre ce à quoi ils s'engagent, peut-être un avenir qui nous donnerait des marges de manœuvre à tous. Merci à tous.